Oui, les études littéraires ont des débouchés. Pontons avec les littéraires. Alors, moi, je suis vraiment éminemment convaincue de l'utilité des littéraires justement dans la société, tout simplement parce qu'on apporte un regard différent sur de nombreux métiers. Je pense que notre regard et notre culture générale apportent beaucoup en entreprise. Et j'ai d'ailleurs fondé une association qui est une association d'anciens élèves de mes classes préparatoires qui s'appelle Caju Alumni, et dans laquelle en fait on a fondé un réseau d'entraide pour aider les étudiants qui sortent de classes préparatoires à s'orienter après la classe préparatoire, mais ça peut s'adresser à n'importe quel élève sortant de prépa ou pas d'ailleurs, pour avoir des idées de métier. Et on réunit tous les ans, on fait un colloque annuel où on réunit des anciens sortants de prépa pour les inviter à parler de leur parcours et de leur métier, et pour justement ouvrir des portes, enfin montrer en tout cas aux étudiants actuels qui font des études littéraires la diversité des métiers qu'il est possible de faire après des études littéraires. Et vraiment, les élèves sont toujours extrêmement surpris de la diversité des métiers. On va faire intervenir des gens qui sont aujourd'hui architectes, analystes financiers, qui travaillent voilà, dans l'édition, qui sont chargés dans la communication, qui peuvent être aux ressources humaines. Vraiment, j'en passe, j'ai urbaniste dans le métier de la géographie. On a un nombre incalculable de métiers qu'il est possible de faire après des études littéraires. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner parce que souvent, en tout cas, les arguments qui sont invoqués quand on refuse à quelqu'un ou on lui conseille de ne pas faire des études littéraires, c'est vraiment les portes que ouvrent les autres systèmes de formation. Et je trouve que c'est un argument tout à fait fallacieux, puisque au contraire, aujourd'hui, il y a beaucoup de masters qui valorisent les études littéraires et beaucoup de métiers qui ont besoin de profils de ce type-là pour avoir une réflexion en profondeur, un esprit critique, des capacités rédactionnelles, mais aussi orales, qui sont des compétences qu'on développe beaucoup dans ces formations-là. Oui, tout à fait. Je peux sois largement à ce que dit Mado. Moi, au-delà de, alors littéraire, oui, parce que souvent, comme dit Mado, les parents qui ont un enfant ou un jeune homme ou une jeune fille qui veut faire littéraire, ça sonne littérature, donc on pense à l'enseignement, à des choses entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif dans la bouche, assez basique. Et moi, j'aime plutôt parler de sciences humaines, quoi, sciences humaines au pluriel. Parce que effectivement, moi, j'ai fait aussi un peu d'histoire, de géographie. Je suis assez passionné aussi par toutes les questions d'urbanisme. Et sur Montpellier, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Donc voilà, je pense qu'il faut dire que la science, c'est bien, les sciences dures, les sciences naturelles, etc., c'est très bien, mais que les mots et l'esprit qu'on acquiert pareil, avec une capacité de réflexion, un regard critique sur les choses, et une aisance, certes, à l'écrit, c'est souhaitable, mais aussi à l'oral. Voilà, tout ça, c'est des atouts dans la vie qu'on peut développer très bien en étant effectivement urbaniste, architecte, Dieu sait quoi encore. Il y a un panel des possibles que souvent les parents qui s'angoissent un peu au moment de l'orientation en pensant la science ou les maths sinon rien, c'est pas tout à fait juste, quoi. Donc c'est important de le rappeler. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Nous sommes aujourd'hui avec Mado de la Quintini. Bonjour Mado. Bonjour Rachel. Et Frédéric Maillet. Bonjour Rachel. Alors pour commencer, je voudrais vous demander à tous les deux quels sont les livres qui vous ont aidé à grandir et quel type de lecture vous attire le plus aujourd'hui? Je commence. Oui. Je dirais que les livres qui m'ont aidé le plus à grandir, alors je vais parler de lecture vraiment de jeunesse, de ma prime jeunesse, qui étaient des livres de Claude Ponty. J'étais à l'époque abonnée à l'école des loisirs. Je recevais tous les mois des livres et j'ai vraiment eu une sorte de coup de cœur pour cet auteur-dessinateur. Et j'ai vraiment essayé d'avoir tous ces livres, même ceux qui étaient parus avant. J'ai vraiment eu une sorte
de fan-attitude par rapport à cet auteur et j'ai lu tous ses livres et j'ai vraiment grandi avec ses histoires, avec ses dessins, qui sont en fait des albums, mais il fait aussi des romans, mais surtout les albums très dessinés, très imagés, très poétiques, regorgeant d'inventivité. Et c'est ces livres-là qui m'ont, en tout cas, moi, poussé après à me diriger vers les métiers du livre et de la presse. Aujourd'hui, je lis toujours des livres jeunesse, mais c'est vrai que je suis très orientée vers tout ce qui est polar et littérature française essentiellement. Je lis aussi beaucoup de presse type MOOC, c'est-à-dire des revues assez épaisses, assez complètes qui sortent tous les trimestres ou les 6 mois, de type 21, 6 mois, ce genre de revues. Oui. Alors, Frédéric. Ben, j'ai quelques points communs avec Mado, dans le sens où moi, ce qui m'a aidé, enfin, ce qui m'a nourri enfant et adolescent, c'est la bande dessinée, et en particulier Tintin et Astérix, dont mon père était fan d'Astérix, et Tintin, c'était ma mère qui, pour me stimuler à l'école, m'offrait un album par mois, d'après mon souvenir, au moment de l'entrée au collège. Donc voilà, ça m'a vraiment nourri, fasciné, notamment Tintin au Tibet, je me souviens, j'ai un souvenir précis. C'était le Lotus bleu aussi. À la fois la beauté du graphisme et puis l'histoire, l'amitié aussi sous-jacente, et puis les voyages. Les voyages, et après aussi, plus petit, dès que j'ai commencé à savoir lire, donc vers 6-7 ans, ça m'a accompagné pareil tout au long de mon enfance et mon adolescence. Alors c'est plus surprenant, mais c'est en 8 volumes une histoire de France en bande dessinée qu'avait fait Larousse. Il y avait 8 volumes, je m'en souviens très bien, et ça couvrait donc des Gaulois jusqu'à l'époque contemporaine. Ça s'arrêtait à l'élection de Giscard d'Estaing. Voilà, et je les ai lus, relus, re-relus, parce que tout petit, j'avais une passion, et que j'ai toujours d'ailleurs, pour l'histoire. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup nourri mon imaginaire aussi. Parce que quand je visitais après des monuments avec mes parents, voilà, je me projetais beaucoup de ce que j'avais lu dans ces bandes dessinées, qui faisaient plusieurs centaines de pages au final, et 8 volumes. Et puis actuellement, mais un peu comme Mado aussi, je suis assez lecteur de presse, mais plutôt presse magazine. J'aime beaucoup de journaux comme Society, que je trouve remarquable dans des longs papiers. Et puis certains MOOC aussi. Je suis notamment je l'achète depuis le numéro 1, un MOOC un peu décalé qui s'appelle Schnock, et qui fait pareil des articles, des interviews plutôt dans le monde de l'art, du cinéma, de la musique, d'artistes comme, alors certains sont disparus malheureusement, mais Jean-Yann, l'équipe du Splendide, Coluche, voilà. Et à chaque fois, là, le dernier numéro, c'est sur Isabelle Huppert. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes à lire. Enfin voilà. Et je lis aussi beaucoup de polar français plutôt, parce que je suis assez sensible à la langue. Et bon, certains auteurs anglo-saxons m'intéressent, mais je suis plus captivé par quelqu'un comme Didier Danex, que j'aime beaucoup son style et ses histoires. Il a une fibre aussi sociale dans ses polars, ça m'intéresse beaucoup. Ok, merci. Donc, pour aller vers vos études maintenant, donc Mado, tu as fait une prépa littéraire, puis une licence langue, littérature et civilisation étrangère, spécialité espagnole, puis un master pro édition en apprentissage, donc dans une maison d'édition. Et aujourd'hui, tu es secrétaire de rédaction et éditrice pour la revue et maison d'édition Le Festin à Bordeaux. Voilà, c'est ça. C'est ça ? Oui, voilà, tout à fait. Alors, j'ai commencé, pour remonter un tout petit peu plus haut, j'ai fait un bac littéraire. Et ce bac littéraire, je l'ai fait dans une section internationale espagnole, dans un lycée à Bordeaux qui s'appelle lycée Magendie, qui est spécialisé notamment dans les langues étrangères. Et ce bac international m'a permis d'avoir accès à des enseignements assez qualitatifs. C'était une formation assez exigeante, ce qui fait qui me donnait accès après à des études essentiellement tournées vers l'espagnol, mais pas que.
Moi, je savais déjà que je voulais travailler dans le livre à cette époque-là, mais j'avais envie de continuer, si vous voulez, à cultiver ma culture générale, et à apprendre des méthodes d'écriture orale, etc., que je ne retrouvais pas forcément dans le programme de DUT des éditions, enfin, des métiers du livre. Donc, après ce bac littéraire international, je me suis plutôt orientée vers la prépa, un peu par hasard, un peu par curiosité, vraiment simplement pour cultiver la connaissance, on va dire, parce que c'est vrai qu'une prépa, c'est une formation très exigeante où on va faire environ 6 matières de manière très poussée, donc histoire, géo, littérature, les langues, donc moi c'était espagnol, anglais, italien, et puis histoire. Et au final, ça m'a bien plu, donc j'y suis restée 2 ans. J'aurais pu rester 3, mais c'est vrai qu'à l'issue de la prépa, j'avais vraiment ce besoin de renouer avec ce pourquoi j'avais entamé des études littéraires, c'est-à-dire me diriger vers les métiers du livre. J'avais besoin de quelque chose de plus concret, de plus professionnel. C'est là que je suis partie. J'ai fait un DUT en année spéciale à Bordeaux, mais au pôle des métiers du livre. Donc, un DUT en année spéciale, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, on pouvait faire en fait un DUT en 1 an quand on était déjà bac+2, ce qui fait que j'ai pu avoir une formation condensée qui m'a fait gagner 1 an d'études, à la fois sur l'édition et la librairie, mais avec une spécialité en édition. Et avec cette formation, j'ai pu faire un certain nombre de stages dans des maisons d'édition et librairies qui ont conforté mon choix de me diriger vers les métiers du livre. Et à l'issue de cette formation-là, le parcours, on va dire, le plus classique, c'est d'aller soit en licence, soit en master. Moi, je ne pouvais pas rentrer en master puisqu'à l'issue de la prépa, je n'étais que licence. Enfin, j'avais qu'une licence 2, en fait. Donc, il faut 3 ans de licence pour pouvoir accéder au master. Et c'est là que, du coup, j'ai fait une année de licence d'espagnol, anglais et civilisation étrangère, pour justement pouvoir avoir accès au niveau master. Sauf que je n'avais pas forcément envie sur le moment d'aller à l'université. J'avais jamais mis les pieds à l'université encore, puisque j'avais fait lycée prépa qui se passe dans des lycées. Le DUT, c'est un tout petit pôle. J'avais jamais mis les pieds dans un amphi, ça me faisait pas particulièrement envie. Donc, je suis partie à l'étranger, en Australie pendant 1 an, et j'ai passé ma licence d'espagnol à distance via ce qu'on appelle la FAD, c'est-à-dire la formation à distance. Donc, je travaillais depuis mon ordinateur et j'ai passé tous mes examens en fin d'année en revenant d'Australie. J'ai obtenu ma licence qui m'a permis de rentrer en master d'édition que j'ai fait au pôle des métiers du livre de Saint-Cloud. Et effectivement, durant cette formation, j'ai été en apprentissage tout le long de la formation pendant 2 ans dans une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Xavier Barral. Aujourd'hui, ça s'appelle Atelier EXD. Et c'était un apprentissage dans le milieu des livres d'art, des beaux livres et du livre de luxe. Sujet sur lequel j'ai écrit mon mémoire de fin d'études. Et suite à cette expérience, j'ai été directement embauchée dans une autre maison d'édition qui se trouve cette fois-ci à Bordeaux, qui s'appelle Le Festin, qui est une maison d'édition et une revue spécialisée dans le patrimoine et la culture en Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans ce poste-là, j'ai commencé comme assistante de rédaction et puis petit à petit, mon poste a pu évoluer et aujourd'hui, je suis effectivement secrétaire générale de rédaction. Donc, je m'occupe de vraiment piloter tous les intervenants, l'équipe et tous les intervenants qui participent à la création et à la fabrication de la revue. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de tous les hors-séries à la revue et et des livres qui sortent parallèlement à la revue et hors-série. Donc, c'est vraiment un poste à cheval entre l'édition et la presse. Donc, on va creuser un petit peu plus après sur le métier. Alors, Frédéric, tu as d'abord commencé par t'orienter vers le métier de photographe, puis tu as repris tes études et après une licence d'histoire, tu as réussi le concours de l'école de journalisme de Bordeaux. Et depuis environ 20 ans, je crois, tu es journaliste à Midi Libre à Montpellier. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait d'abord une première vie professionnelle en tant que photographe, de façon très classique. J'avais à l'époque passé un CAP photo, c'était au milieu des années 80. Et j'ai fait des photos, c'était avant le numérique, avant la révolution numérique.
Voilà. Et puis après, effectivement, je voyais pas bien où ça pouvait mener. J'avais aussi le désir et l'envie déjà de venir vers le voyage, la presse, le reportage par la photo, mais c'était très compliqué. Donc, j'ai effectivement repris des études parce que j'étais en échec, en relatif échec scolaire au sortir du collège. Donc, j'avais été orienté vers un CAP. Donc, j'ai jamais mis les pieds au lycée, par exemple. Ça frappe toujours les gens. J'ai pas le bac. J'avais passé une équivalence du bac à l'époque. Et je me suis lancé dans l'histoire, qui est aussi une des passions de ma vie. Donc, j'ai fait à l'époque, c'était avant la réforme universitaire, c'était au milieu des années 90, 95, quelque chose comme ça. Donc, j'avais passé un DUG d'histoire. Et après, j'ai effectivement fait une école de journalisme à Bordeaux, qui existe toujours, qui maintenant, à l'époque, était au fin fond du campus à Talence, mais maintenant, depuis une quinzaine d'années, est au centre-ville de Bordeaux. Et donc, j'ai fait 2 années là-bas. C'est un magnifique souvenir parce que c'était une école un peu auberge espagnole. Donc, il y avait évidemment des cours d'écriture, de télé, radio, presse écrite. Et la directrice, qui a pris sa retraite il y a peu d'années, là, laissait vraiment les élèves amener aussi des projets. On faisait beaucoup de stages. Moi, sur 2 ans, j'ai fait presque 10 mois de stage dans différents journaux puisque très vite, j'ai voulu faire de la presse écrite. C'est ce qui me plaisait. Et à la sortie de cette école-là, j'ai très rapidement trouvé du travail, d'abord à Strasbourg pendant une année. Et puis après, c'était le moment où la presse écrite appliquait la réforme des 35 heures. Et il y avait pas mal d'embauches dans la presse quotidienne régionale, ce qui était moi ce que je souhaitais faire. J'avais un peu fait de national, mais c'était très compliqué. Donc, je suis rentré à Midi Libre en 2000. J'ai après, depuis, donc je fais ma carrière à Midi Libre, qui est un quotidien régional qui couvre l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc, les départements de l'Hérault, du Gard, un petit peu du Vaucluse, puisque à un moment, j'étais en poste à Villeneuve-les-Avignon. Je couvrais Avignon et le secteur là-bas. Et puis, l'Aveyron aussi, la Lozère, puisque j'avais démarré ma carrière à Midi Libre à Mende, en Lozère, la préfecture de la Lozère. Et c'était la seule agence, et c'est toujours encore d'ailleurs la seule agence qui couvre tout le département, parce que sinon, les territoires sont découpés avec plusieurs agences. Donc, et actuellement, depuis maintenant presque 10 ans, je suis à Montpellier, et ce qu'on appelle la locale de Montpellier. Donc, je fais multi-sujets sur des sujets sur la ville de Montpellier, qui est quand même une grosse ville, puisque la ville elle-même fait près de 300 000 habitants et la métropole approche les 500 000 habitants. Donc, il y a de quoi faire. Et je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, je couvre, pour faire très court, tous les sujets, sauf les faits divers, justice, police. Il y a 2 collègues qui sont spécialisés là-dedans. Et les sports. Les sports, parce que pareil, c'est une rédaction et des pigistes dédiés qui s'occupent de ça. Voilà. D'accord. Et alors, pour creuser un petit peu ce que tu viens de nous dire, nous expliquer, moi, j'aimerais savoir pourquoi, enfin, si tu veux bien nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix, d'une part, de la presse écrite, et ensuite, pourquoi un quotidien? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler pour la presse quotidienne? Très bonne question. Alors, la presse écrite, parce que j'adore écrire, tout simplement. Et je fais aussi un peu d'écriture personnelle que je mets sur les réseaux sociaux. Et alors, mes amis qui me veulent pas forcément du bien me disent d'écrire un livre, mais pour le moment, je m'y refuse toujours, même si j'ai une idée de sujet, là, un personnage historique que j'ai découvert il y a 1 an et qui depuis me poursuit un peu. Donc, peut-être que cet été, je me mettrai à écrire sans forcément le projet d'être édité, mais c'est un personnage vraiment j'ai eu un coup de foudre pour ce monsieur. Et le quotidien, c'est un marathon. Il faut donc c'est une école de l'humilité, selon moi, parce que quand on fait un papier dans le métier, on parle de papier plutôt. On peut dire article, mais nous, entre nous, enfin, moi, je parle de papier. Quand on réussit ou quand on fait un bon sujet, un bon papier dont on est content, le lendemain, il faut s'y remettre, donc on n'a pas le temps de s'appesantir sur des
des petites joies personnelles. Alors, des fois, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est le métier. Et par contre, quand on se rate un peu ou quand on est en méforme, parce que c'est un métier très prenant, qui peut user aussi physiquement, nerveusement, même intellectuellement, quand on est moins bon, entre guillemets, pareil, ça passe. Donc, je trouve que c'est nourrissant, quoi. On est toujours, et puis moi, ce qui me passionne, et de plus en plus d'ailleurs, c'est la variété de passer une couverture d'un conseil municipal à un dialogue avec un médecin, à une rencontre avec un musicien, voilà, c'est à couvrir ce qu'on appelle les reportages, donc des manifestations à caractère social ou sociétal. Voilà, donc tout ça, on rencontre des gens souvent passionnants. On se fait, alors pas des amis, mais beaucoup de relations qui souvent, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je sillonne la ville, donc j'ai un tissu, un réseau, comme on dit, qui est assez fidèle et voilà, donc c'est satisfaisant aussi personnellement, quoi. Il y a des vraies satisfactions personnelles et donc voilà, c'est un bon carburant tout ça. Et la question qu'on se pose, c'est comment, en fait, vous, les journalistes, vous choisissez vos sujets et alors, comment vous, personnellement, comment toi, personnellement, tu vas choisir tes sujets et qui décide avec toi? Alors, moi, ça surprend toujours les gens, mais moi, je choisis selon mes goûts et mes centres d'intérêt. Mais comme j'ai beaucoup de centres d'intérêt et beaucoup de goûts, pas que mes goûts soient sûrs, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Et donc, je fais comme d'autres collègues de ce qu'on appelle de l'agenda aussi, c'est-à-dire des événements obligés, des rendez-vous plus ou moins officiels, des conférences de presse. Mais j'en fais à titre personnel vraiment très peu par rapport à d'autres collègues ou confrères. Et moi, je fais beaucoup plus de sujets d'initiative, donc des choses dont j'ai connaissance ou pour lesquelles on me prévient ou pour lesquelles mon réseau m'alerte en me disant tu devrais t'intéresser à ça, telle chose, telle chose. Et voilà. Donc, et après, évidemment, c'est discuter tous les matins en conférence de rédaction. On a tous les matins une conférence à 9h30 où on décide des grandes lignes, voire à 80%, 90% du journal du lendemain. Et le lundi, à la suite de cette conférence du jour, on fait une seconde conférence qui brosse la semaine, les sujets, et là où on parle des sujets qu'on a à titre plus personnel, si j'ose dire. Et tout ça, après, in fine, est validé par le responsable d'édition. Enfin, ça fait quelques années que je travaille et j'ai jamais eu de sujet refusé ou en me disant non, c'est pas bien, fais autre chose, ou c'est jamais arrivé. Après, dans la discussion, dans le retour, il peut y avoir des ajustements d'angle. Alors, un angle dans le métier, c'est une façon d'aborder le sujet parce que le même sujet confié à plusieurs journalistes, ça peut donner plusieurs articles différents. Mais voilà, mais sinon, alors je sais pas si c'est un luxe, si je pense un petit peu, mais j'ai le sentiment en tout cas d'être vraiment très libre, à la fois dans mes choix de sujets, dans les traitements aussi, dans les longueurs. C'est jamais trop long, mais je peux varier les formats, faire de l'interview, du portrait ou du reportage. Donc je suis quand même relativement libre de mes choix et voilà. Mais je pense que c'est tout ça, je l'ai entre guillemets gagné par mon travail et puis par voilà le respect et la confiance surtout de mes supérieurs, quoi. Donc l'intérêt du métier, c'est vraiment là. Enfin, en tout cas, dans ton cas, l'intérêt du métier, il est là, il est dans la liberté de tes choix finalement. Oui, absolument. Oui. Oui. Là, juste une anecdote, c'est tout récent, il y a 2 jours. Là, nous, on va commencer à rentrer en mode été, comme on dit entre nous. C'est-à-dire, on va multiplier les sujets magazines, plutôt culturels, nature, etc. Donc, moi, là, cet été, je vais faire une série sur les activités de pleine nature. Donc, je vais faire du paddle en mer, du kayak de mer pour explorer les étangs et voir la faune, notamment les oiseaux, voilà, des randonnées vers le lac du Salagou, des choses comme ça. Et à côté de ça, comme on me sait très féru d'histoire de patrimoine, l'été dernier, j'avais fait une série sur les coulisses du musée Fabre, qui est un grand musée à Montpellier. Donc j'avais été,
j'avais commencé classiquement par l'interview du conservateur, et puis après j'étais allé voir les dames qui restaurent les tableaux anciens et modernes. J'étais allé voir la responsable des réserves de dessin, et j'avais fini par quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, passer une partie de la nuit dans le musée, donc avec les veilleurs de nuit, à faire les rondes éclairées à la lampe torche au milieu des œuvres et des allées vides, forcément. Donc voilà, c'était aussi des envies qui remontent des fois à très loin, qu'on réussit à concrétiser avec ce métier. Voilà. Et donc là, mon chef, il y a 2 jours, me parle à la fin de l'été, on sera au 400e anniversaire du siège de Montpellier. C'était à l'époque en 1622, donc Louis XIII qui avait assiégé littéralement Montpellier, qui était à l'époque entouré de remparts, et pendant 4 mois, l'armée royale avait bombardé allègrement à grands coups de canon la ville de Montpellier, abîmé la cathédrale à l'époque, etc. Et donc la ville, à la fin de l'été, va monter une exposition aux archives pour rappeler cet épisode aux Montpelliérains. Donc voilà, je vais faire au moins 1 ou 2 articles pour rappeler toute cette histoire-là, quoi. Intéressant. Oui, j'étais en train de me faire la réflexion. On a la chance, en fait, de pouvoir vous écouter tous les deux parce que vous avez vraiment des parcours différents et en même temps, vous avez aussi des points communs. Donc, vous avez tous les deux un intérêt pour le local et pour l'environnement, en fait, dans lequel vous vivez. Mado, est-ce que tu veux bien nous raconter quelles sont tes expériences dans l'édition, puisqu'en fait, tu as commencé par travailler dans une maison d'édition qui propose des ouvrages dans le domaine de l'art et de la photographie. Donc là, encore un point commun. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je suis tombée un peu dans ce domaine-là un peu par hasard, puisque moi, j'avais vraiment un attrait pour la littérature jeunesse, donc j'ai surtout cherché des apprentissages et des stages dans la littérature jeunesse. Et au final, dans mon apprentissage, j'ai pas pu trouver dans ce que je cherchais. Et de fil en aiguille, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans une maison d'édition qui éditait des photographes, des artistes photographes, donc vraiment qui éditait du livre de photographie, voire des livres assez luxueux avec des tirages limités, des fabrications vraiment extrêmement luxueuses, etc. Et je me suis vraiment piquée de photos à ce moment-là. J'ai vraiment découvert tout l'univers de la photographie d'art là-bas, et ça m'a jamais quitté depuis lors. C'est pour ça que je m'intéresse aussi au photojournalisme via des lectures comme 6 mois, etc. Et que je me suis aussi après intéressée à la photographie, on va dire plutôt illustrative, dans mon métier actuel de secrétaire de rédaction pour une revue qui est extrêmement illustrée. On est sur à peu près du 50% texte, 50% image. Donc la recherche iconographique et le traitement de l'image est vraiment au cœur de la revue. Donc oui, effectivement, j'ai ce point commun-là avec Frédéric Maillat. Alors moi, je pratique pas la photo si ce n'est en amateur, mais j'ai vraiment appris toutes les techniques de photogravure, de sélection, de traitement de l'image, effectivement, à l'occasion de mon apprentissage aux éditions Xavier Barral, en effet. Alors, est-ce que tu veux nous détailler un petit peu ce que fait le Festin pour les gens qui ne connaissent pas voilà, cette revue et puis, quel est ton rôle précisément, toi, au sein de cette revue? Bien sûr. Alors, le Festin, c'est une revue régionale trimestrielle. Donc, on édite 4 numéros par an qui sortent à chaque fois au niveau du début de saison. Donc, en juin pour l'été, en septembre pour l'automne, etc. On est une revue qui fait environ 150 pages et qui va comporter entre 15 et 20 articles sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, sur la culture et le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine. Patrimoine au sens très très large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de gastronomie, de beaux-arts, de patrimoine bâti, d'architecture contemporaine aussi, puisqu'on considère que ça fera partie du patrimoine de demain, de création, d'histoire, enfin vraiment tous les sujets, tout ce qui peut traiter au patrimoine, même la culture locale, la gastronomie, bien sûr le vin, parce que dans le sud-ouest, on a quand même une culture très portée sur le vin. Les patrimoines naturels aussi, parce qu'on a un très gros patrimoine naturel dans notre région. Et on va, donc, historiquement, le Festin a été porté sur l'Aquitaine, l'ex-Aquitaine, qui comportait 5 départements, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes
et les Pyrénées-Atlantiques. Et depuis l'agrandissement des régions, nous, on a suivi le mouvement, on va dire, administratif, et la revue s'est élargie à la Nouvelle-Aquitaine, qui comprend maintenant aussi l'ex-Limousin et l'ex-Poitou-Charentes. Donc, ça correspond à 12 départements. Et dans la revue, on va systématiquement sortir au moins un article sur chaque département avec des petites spécificités locales, c'est-à-dire que dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, on fait toujours un article sur le Béarn, un article sur le Pays Basque, parce que c'est des cultures un petit peu différentes. Et en Gironde, on va souvent sortir un article autour de Bordeaux et un article en Gironde plus largement, puisqu'il y a un gros bassin de population à Bordeaux et ça parle pas forcément toujours à tous les habitants de Gironde. Notamment, par exemple, il y a un autre gros bassin de population au niveau du bassin d'Arcachon. Donc, sur l'été et le printemps, on va souvent sortir des articles sur le bassin d'Arcachon. Voilà pour ce qui est de la revue. Pour ce qui est des hors-séries, on va avoir des hors-séries plutôt thématiques. On a une collection phare qui s'appelle les 101 cités monuments, où on va en fait décliner soit une ville, soit un département, soit un territoire, soit même une thématique en 101 sites et monuments sous forme de petites notices qui font généralement entre 1 à 2 pages et où on va lister pour le lecteur, sans un site et monument à visiter, en essayant de varier vraiment les approches, on va dire, patrimoniales, de l'architecture contemporaine, du bâti, ça peut être des châteaux, des maisons, des villas privées aussi, d'architectes, des bâtiments phares, des choses un petit peu plus méconnues, des petites pépites ou des petits coups de cœur. Voilà, essayer de faire un mix entre ce qu'on va trouver dans les guides touristiques et puis parfois des découvertes. On a sorti comme ça La Rochelle en 101 sites et monuments, Bordeaux, qui est notre best-seller. On a aussi fait la Dordogne, le Lot-et-Garonne pour les départements. On en a fait plein d'autres. On en a une vingtaine de publications maintenant sur leur série. Et après, on a fait des thématiques comme l'art déco dans le sud-ouest ou les maisons et villas du XXe siècle. Et parallèlement à tout ça, donc on a un troisième pan éditorial qui est les livres. Et là, on va éditer. Alors, on a une collection de guides toujours sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a sorti par exemple Biarritz, Pau. On a fait Bordeaux UNESCO, voilà, ce genre de livres, ou même des plus petites communes comme Sarlat, qui est quand même assez touristique. Et là, on est sur des guides qui sont très richement illustrés. On n'est pas du tout sur le même type de guide qu'un Omniplanète ou un guide Michelin. On est vraiment sur un guide patrimonial où on va vraiment rentrer au cœur des bâtiments, expliquer leur histoire, leur architecture pour vraiment donner du contenu, vraiment de l'information aux lecteurs. Ensuite, on va souvent éditer des catalogues d'expositions pour les musées de la région. Et on fait aussi des livres, des beaux livres de patrimoine. Alors, on a une collection notamment sur les quartiers de Bordeaux, où on a sorti par exemple Codéran-Sauty, qui sont des quartiers de Bordeaux. Voilà, des gros livres de patrimoine qui permettent aux habitants de vraiment connaître à fond l'histoire de leur rue, de leur quartier. On fait un petit peu de littérature aussi. Alors, on édite assez peu de littérature contemporaine. En revanche, on va ressortir un petit peu du placard des textes régionaux, soit méconnus, oubliés, ou soit injustement traités lors de leur parution. Donc, c'est des livres qui sont des textes qui sont généralement libres de droit. Les auteurs ont disparu depuis longtemps. Donc, ça va se situer généralement fin 19e, début 20e. Et on leur redonne une chance, en fait, en les republiant, en les retravaillant, en les republiant. Voilà pour l'essentiel des éditions. Et moi, dans tout ça, mon rôle en tant que secrétaire générale de rédaction, il va être d'agencer et de piloter un petit peu tous les projets, que ce soit issu de la presse ou issu de l'édition. Donc, je vais faire essentiellement ce qu'on appelle de la coordination éditoriale. C'est essentiellement de la gestion de projet. Donc, je vais, en ce qui concerne la revue et les hors-séries, je vais participer à l'élaboration des sommaires en proposant des idées de sujets. Donc, nous, par exemple, pour la revue, on travaille toujours avec un an d'avance, c'est-à-dire que actuellement, on travaille sur les numéros qui sortiront à l'été et à l'automne de l'année prochaine, parce qu'on laisse un temps de création aux auteurs et aux photographes suffisamment long, et surtout quand on est sur une revue trimestrielle. Par exemple, pour illustrer un article pour l'été 2023, il faut prendre les photos à l'été 2022, parce que sinon, si l'article est illustré à l'hiver, ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé d'avoir vraiment
C'est un fonctionnement, je pense, tout à fait différent de la presse quotidienne. On est vraiment sur le temps long. On travaille toujours sur 4 voire 5 numéros à la fois, avec juste des temporalités différentes. C'est-à-dire que je vais travailler sur un numéro qui est quasiment en bouclage, et en même temps sur un numéro qui est en cours de création, en même temps sur un sommaire en construction pour un numéro encore après, et puis pour un quatrième numéro où on a la thématique et vraiment on cherche des idées, c'est encore très flou. Donc, il faut réussir à combiner ces 4 temporalités-là sur la semaine. Donc, sur la revue, je vais donc participer au sommaire, élaborer le chemin de fer, et mettre en place les outils de suivi. Ensuite, je suis assistée par une assistante de rédaction qui elle, va m'aider sur toutes les tâches que j'effectue. Il faut trouver des auteurs pour les articles. Alors, il y a 2 façons de choisir les articles. Soit nous, on a une idée d'article, et en fonction de cette idée-là, on a des idées d'auteurs dans notre réseau à qui on pourrait confier cet article. On les contacte. S'ils sont intéressés, on leur confie la rédaction de l'article. Soit, à contrario, ça peut être justement des collaborateurs qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui vont nous contacter pour nous dire il faudrait faire un sujet sur là-dessus ou là-dessus. Et nous, en fonction des thématiques ou des grands axes qu'on choisit pour les numéros, si le sujet nous intéresse, on va essayer de les inscrire dans un des sommaires Donc, on a vraiment les 2 approches, c'est 50-50 à peu près. Voilà. Et puis après, il faut trouver les photographes, les auteurs, passer toutes les commandes. Et après, il y a un grand temps de latence pour laisser justement les créateurs du contenu faire leur travail. Et puis, à réception, moi, mon travail en tant que secrétaire de rédaction, il va s'arrêter là, puisque après, je passe le relais à l'assistante de rédaction qui va s'occuper de préparer les textes et de travailler en relation avec le rédacteur en chef pour aller vers la construction justement de l'article, la préparation du texte, la sélection iconographique, la construction de la maquette et après les échanges avec les auteurs pour parvenir à un résultat qui satisfasse à la fois la rédaction et à la fois les auteurs et les photographes, et puis voilà, pour construire la revue dans son intégralité. Donc, c'est un vrai travail d'équipe, hein, on a bien compris. Oui, voilà, c'est un vrai travail d'équipe. Et moi, mon travail, il va surtout consister à coordonner tout ce petit monde, que ce soit à la fois l'équipe et les coordinateurs externes, pour justement que la mécanique soit bien huilée, qu'on prenne pas de retard, que les choses soient faites en temps et en heure et selon le budget imparti. Et mon travail est sensiblement le même sur les éditions d'ailleurs. Enfin, je disais que mon poste était à cheval sur la presse et l'édition, mais en fait, nous, on travaille vraiment exactement de la même manière pour l'édition que pour la presse, puisque justement, la presse qu'on pratique nous, qui est une presse trimestrielle, n'est pas ça ne serait pas dans l'actualité chaude, donc on est vraiment sur une revue qui est presque un produit éditorial qui se rapproche du livre ou des pratiques qu'on a dans le livre. Donc au final, mon métier est sensiblement le même, que ce soit un livre qui soit au bout de la chaîne ou que ce soit un hors-série ou une revue. Donc on voit bien qu'il y a une grande variété, hein, il y a plein de façons de travailler dans la presse finalement. Et donc j'avais une question par rapport à ça. Là, on a bien vu, en fait, on a eu un bon aperçu, je pense, de vos métiers respectifs et de vos façons de travailler. Il y a d'autres façons d'exercer, en particulier le métier de journaliste. On peut l'exercer sous différents statuts. Quelles sont les différentes possibilités et qu'en est-il au niveau de la rémunération? Bonne question. Peut-être que Frédéric, vous avez plus d'éléments de réponse par rapport à ça. Je lui donnerai après mon point de vue. Oui, disons que dans mon secteur de presse écrite quotidienne, parce que c'est à peu près pareil pour le national ou le régional, il y a ce qu'on appelle des grilles de salaire, tout simplement, qui sont avec des points d'indice pour des journalistes stagiaires qui sortent d'école, avant qu'ils aient la carte de presse, etc. Et puis après, tout au long des années de progression dans le métier. Donc ça, c'est signé, ça a été signé il y a plusieurs dizaines d'années déjà entre les patrons de presse nationales, régionales et les syndicats, essentiellement le SNJ, syndicat journaliste. Donc ça couvre à la fois une expérience et aussi des métiers
notamment un métier qui est en voie de disparition, malheureusement, dans la presse écrite, c'est le métier de secrétaire de rédaction, qui est un métier qui concerne la mise en page pour le journal papier, l'intégration des photos, la relecture, un gros travail de relecture, etc., qui est un métier plutôt technique et qui historiquement était confié à des journalistes, hein, évidemment, mais qui avaient 10, 15, voire 20 ans de métier, puisque c'était des gens souvent qui faisaient aussi par choix personnel de se fixer, d'avoir des horaires, ce qu'on appelle postés, parce que c'est des gens qui, en général, arrivent en milieu d'après-midi pour finir un peu plus tard le soir, c'est-à-dire au moment des bouclages, en général, nous, on boucle à 23h30, en général. Donc voilà. Et après le métier de photographe aussi, qui est un peu, malheureusement, à mon grand regret, un peu en voie de disparition dans la presse quotidienne, qu'elle soit régionale ou nationale, et même la presse hebdomadaire. Les journaux avant avaient des poules vraiment à demeure de photographes, et maintenant externalisent beaucoup ça en faisant travailler des pigistes et en incitant beaucoup aussi les rédacteurs ou les rédactrices à faire des images. Et je dis des images, pas des photos, avec cette invention un peu diabolique du smartphone, qui a un côté très pratique parce que c'est un peu un outil, on peut envoyer des mails, aller sur les réseaux sociaux, faire des sons aussi, des petites vidéos, mais on ne fait que des images, on ne fait pas vraiment de la photo, parce que la photo, il y a un aspect quand même technique et qualité technique, mais ça, Mado doit le savoir pour ses revues. Voilà, donc pour la presse quotidienne régionale, par rapport à l'investissement, qu'on veut bien faire ce métier, il faut quand même s'y investir un minimum. Les salaires sont pas démentiels, hein. Il ne faut pas que des jeunes gens ou des jeunes filles viennent à la presse, surtout écrite, en espérant gagner beaucoup d'argent. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais trop existé d'ailleurs, et ça. Il y a d'autres avantages d'avoir des horaires assez atypiques, ça peut plaire, de rencontrer des gens formidables, ça peut plaire aussi. Voilà, mais c'est un métier, de toute façon, c'est une profession. La presse en général, et en particulier la presse écrite, qui est quand même économiquement fragilisée depuis plusieurs années, du fait de la baisse assez sensible des ventes en kiosque et par abonnement. Nous, pour ce qui concerne la presse quotidienne régionale et nationale d'ailleurs, on s'oriente beaucoup maintenant sur le web. Donc on écrit, moi, mes articles, par exemple, je les publie quasiment tous autant sur le web que sur le papier journal, et avant, techniquement, même sur le web, c'est-à-dire un article qui paraît le mardi, dans le journal du mardi, sera publié en ligne dès le lundi après-midi ou le lundi en fin de journée. Voilà, et avec un enrichissement, par contre, avec plus d'images, avec éventuellement des liens. Donc ça, c'est le plus du web, du média web. Mais voilà, donc c'est des métiers passionnants, mais dans lesquels on gagne correctement sa vie, surtout avec un peu d'ancienneté, etc. On est correctement payé, mais on ne fait pas des fortunes, quoi. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Oui, c'est bien de le dire. Là, j'ai envie de t'interroger par rapport aux activités que tu citais. Il me semble que toi, tu organises aussi des activités culturelles bénévoles, hein, comme des débats publics, des expos photos. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est lié toujours pareil à ce petit démon qui s'appelle la curiosité. Donc, et j'ai rencontré, mais je crois que Rachel, tu le connais, puisque tu vis, tu habites aussi, quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle Nourdine Barra, on peut le citer, parce qu'il publie des livres aussi, il est auteur de théâtre, et avec d'autres, mais essentiellement nous deux, on est auteurs mutuellement de ce qu'on appelle des agoras, des rencontres sur l'espace public, plus ou moins thématisées selon les moments. Lui avait été à l'initiative aussi, j'y avais participé à ce qu'il appelait des boulangeries littéraires, dans une boulangerie dans le quartier populaire de La Paillade à Montpellier. Il faisait venir des gens du quartier, mais aussi du centre-ville, pour parler de bouquins, de livres qu'ils aimaient,
et expliquer leurs choix. Donc ça a fait des rencontres assez bénéfiques. Il y a eu d'ailleurs un documentaire qui a été tourné sur cette aventure. Et là, on s'est revu d'ailleurs avec Mandine il y a 2-3 jours pour un nouveau projet pour cet été. Enfin voilà, donc c'est vrai que, et à titre moi au sein du journal, je me suis piqué aussi de mettre en avant des artistes plutôt graphiques, des photographes pour le moment, des plasticiens, en profitant des locaux que nous avons en plein centre-ville, place de la Comédie, des locaux qui ont des grands couloirs blancs. Donc j'ai régulièrement des photographes, artistes, plasticiens viennent exposer dans les couloirs du journal. Et pour lancer ces expositions, j'organise ce qu'on appelle des Facebook Live. Donc c'est des petits moments qui sont retransmis en direct sur les réseaux sociaux du journal, et pour lesquels donc je fais un petit entretien avec l'artiste, et pour rajouter un petit peu de travail bénévole, de faire venir aussi des musiciens qui jouent en direct, évidemment, un set acoustique. Donc la première fois, ça avait été un petit groupe de rock montpelliérain qui avait joué acoustique. Le deuxième, c'était une chanteuse lyrique qui était venue avec son pianiste. Et là, le dernier en date, c'est un auteur-compositeur montpelliérain aussi qui est venu avec ses 2 musiciens faire une petite demi-heure de set acoustique, et voilà, et ça devrait se poursuivre à la rentrée. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut assister sans être sur Montpellier. Tout à fait, oui, puisque donc on fait ça dans ce qu'on appelle nous la Rotonde, qui est une salle assez magnifique en demi-lune, qui donne directement sur l'opéra d'ailleurs. C'est un immeuble haussmannien assez chic. Donc là, le soir, je fais ça le soir au moment du bouclage d'ailleurs, donc je m'organise. Et puis bon, pour pas inviter malheureusement trop de monde, parce que c'est quand même un lieu de travail et les collègues sont en train de finir le journal, donc je veux pas non plus trop déranger entre guillemets, mais à chaque fois il y a entre 15 et 20 personnes qui viennent physiquement assister au direct, et puis après effectivement sur les réseaux sociaux les gens suivent, et les vidéos restent physiquement consultables après sur la page Facebook du Midi Libre de l'édition montpelliéraine. Donc les vidéos après sont partagées et on leur vie propre, donc c'est passionnant. Et puis surtout les artistes, qui soient musiciens ou photographes, plasticiens, sont reconnaissants de cet éclairage, puisque évidemment il y a un article aussi que je fais quelques jours avant le rendez-vous. Je fais le portrait dans le journal papier cette fois-ci de l'artiste qui va exposer et qui sera au rendez-vous live 2-3 jours plus tard, quoi. Donc c'est un peu multicanal, multi-support, et voilà. Du coup, à la fin, il faudra y penser. Je vous demanderai, comme je le fais à chaque fois, si vous avez un site ou une page Facebook à signaler. Donc là, ça serait intéressant peut-être de renvoyer sur le Facebook, c'est ça, du Midi Libre, d'après ce que je comprends. Oui, le Facebook de Midi Libre Montpellier. Oui, si les gens veulent la page Facebook de Midi Libre Montpellier, fait remonter, comme on dit, la plupart des articles importants de l'édition tous les jours. Et il y a aussi une rubrique vidéo où donc les gens peuvent voir différentes vidéos que la rédaction fait, et notamment ces Facebook Live. Oui, tout à fait, c'est consultable, ça reste archivé si j'ose dire, donc oui, les gens peuvent regarder. D'accord. Et Mado, est-ce que vous avez ce genre de choses sur Bordeaux? Oui, on a ça aussi. Alors, on a la chance d'avoir une chargée de communication aux éditions Le Festin qui du coup gère un Instagram qui s'appelle Édition Le Festin. Ça doit être facile à trouver. Également une page LinkedIn et un Facebook. Et donc, forcément, sur l'Instagram, on va être plutôt porté sur la diffusion de belles images de notre région, parce que comme on traite beaucoup d'images, on a un gros stock d'iconographie à disposition qu'on tire de nos articles avec l'autorisation de nos photographes, bien évidemment. Et sur Facebook, on va relayer notamment beaucoup d'actualités culturelles, parce qu'on a quelques pages qui sont dédiées à l'actualité culturelle trimestre par trimestre, donc les expositions,
des actualités patrimoniales de type restauration de monuments historiques, des classements, ce genre de choses, des labels. Et donc, quand on prépare la sélection pour les pages d'actualité, forcément, on est restreint, on a que quelques pages, on est obligé de faire une sélection. Et parfois, on reçoit les infos un petit peu trop tard, etc. Donc, on se sert beaucoup de la page Facebook pour communiquer des actualités culturelles et patrimoniales sur notre région. Et pour communiquer, bien entendu, sur nos parutions en dehors de la revue aussi, sur les livres qu'on publie. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la page Facebook, notamment des éditions Le Festin. Ok. Alors, je vois que l'heure tourne, donc j'aurais plein de questions, mais je vais passer en fait à la question qui est la question centrale du podcast. Pourquoi, selon vous, le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans une société? Et que faites-vous ou que comptez-vous faire pour valoriser les études littéraires et les métiers littéraires? Alors, moi, je suis vraiment éminemment convaincue de l'utilité des littéraires justement dans la société, tout simplement parce qu'on apporte un regard différent sur de nombreux métiers. Je pense que notre regard et notre culture générale apportent beaucoup en entreprise. Et j'ai d'ailleurs fondé une association qui est une association d'anciens élèves de mes classes préparatoires qui s'appelle Caju Alumni. Et dans laquelle en fait on a fondé un réseau d'entraide pour aider les étudiants qui sortent de classes préparatoires à s'orienter après la classe préparatoire, mais ça peut s'adresser à n'importe quel élève sortant de prépa ou pas d'ailleurs pour avoir des idées de métier. Et on réunit tous les ans, on fait un colloque annuel où on réunit des anciens sortants de prépa pour les inviter à parler de leur parcours et de leur métier et pour justement ouvrir des portes, montrer en tout cas aux étudiants actuels qui font des études littéraires la diversité des métiers qu'il est possible de faire après des études littéraires. Et vraiment, les élèves sont toujours extrêmement surpris de la diversité des métiers. On va faire intervenir des gens qui sont aujourd'hui architectes, analystes financiers, qui travaillent dans l'édition, qui sont chargés dans la communication, qui peuvent être aux ressources humaines. Vraiment, j'en passe, j'ai urbaniste dans les métiers de la géographie. On a un nombre incalculable de métiers qu'il est possible de faire après des études littéraires. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner parce que souvent, en tout cas, les arguments qui sont invoqués quand on refuse à quelqu'un ou on lui conseille de ne pas faire des études littéraires, c'est vraiment les portes que ouvrent les autres systèmes de formation. Et je trouve que c'est un argument tout à fait fallacieux, puisque au contraire, aujourd'hui, il y a beaucoup de masters qui valorisent les études littéraires et beaucoup de métiers qui ont besoin de profils de ce type-là pour avoir une réflexion en profondeur, un esprit critique, des capacités rédactionnelles, mais aussi orales, qui sont des compétences qu'on développe beaucoup dans ces formations-là. Oui, tout à fait. Je plus sois largement à ce que dit Mado. Moi, au-delà alors littéraire, oui, parce que souvent, comme dit Mado, les parents qui ont un enfant ou un jeune homme ou une jeune fille qui veut faire littéraire, ça sonne littérature, donc on pense à l'enseignement, à des choses, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif dans la bouche, assez basique. Et moi, j'aime plutôt parler de sciences humaines, quoi. Sciences humaines au pluriel. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait aussi un peu d'histoire, de géographie. Je suis assez passionné aussi par toutes les questions d'urbanisme. Et sur Montpellier, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Donc voilà, je pense qu'il faut dire que la science, c'est bien, les sciences dures, les sciences naturelles, etc., c'est très bien, mais que les mots et l'esprit qu'on acquiert, pareil, avec une capacité de réflexion, un regard critique sur les choses, et une aisance, certes, à l'écrit, c'est souhaitable, mais aussi à l'oral. Voilà, tout ça, c'est des atouts dans la vie qu'on peut développer très bien en étant effectivement urbaniste, architecte, Dieu sait quoi encore. Il y a un panel des possibles que souvent les parents qui s'angoissent un peu au moment de l'orientation en pensant la science ou les maths sinon rien, c'est pas tout à fait juste, quoi. Donc c'est important de le rappeler. Ouais.
Alors, pour terminer, est-ce que je peux vous demander à chacun comment vous voyez votre avenir professionnel? Quels sont vos projets et quelles sont les évolutions qui touchent ou qui vont toucher votre secteur? Ah, ça, c'est une vaste question. Pour ma part, voilà, actuellement, je suis en congé maternité, donc c'est vrai que je suis un petit peu détachée pour le moment des questions professionnelles, mais en tout cas, c'est un métier que j'adore, donc que je compte faire le plus longtemps possible. Les questions souvent qui se posent, alors c'est dans mon cas en tout cas, puisque je suis relativement jeune active, hein, j'ai que 31 ans, donc je suis au début de ma carrière, on va dire. Les questions qui se posent toujours actuellement, c'est jusqu'à quand je vais pouvoir pratiquer mon métier dans la mesure où ce sont des métiers qui souvent sont très citadins, c'est-à-dire que les rédactions et les maisons d'édition se situent souvent en ville et parfois ça peut poser vraiment un problème par rapport au coût de la vie et au coût de l'immobilier, puisque comme le disait très justement Frédéric tout à l'heure, que ce soit les journalistes, mais aussi les maisons d'édition, les secrétaires de rédaction, enfin les métiers de l'écrit en général, sont des métiers de passion, pas forcément des métiers qu'on fait pour faire fortune. Donc les salaires sont quand même relativement bas, il ne faut pas le cacher. Et donc parfois ça peut poser un problème d'adéquation aussi sur voilà, travailler en ville et vivre en ville, c'est dans ces métiers-là, c'est pas toujours évident. Moi, je vis loin de Bordeaux, j'ai des gros trajets tous les matins notamment. Donc voilà, ma préoccupation, ça va être jusqu'à quand je vais pouvoir faire ce métier-là avec le contexte, on va dire, économique actuel. Après, je pense que une fois qu'on sait faire des livres et qu'on sait faire des revues, c'est de la gestion de projets culturels. Et moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, étendre mon domaine de compétences à la gestion de projets culturels, pourquoi pas autre, c'est-à-dire autre que des livres, pourquoi pas tout ce qui est du côté muséal, monter des expositions, monter des projets culturels. Actuellement, je me suis beaucoup redéployée sur mon département, donc j'habite dans les Landes et j'essaye de monter des projets culturels aussi à l'échelle de ma commune ou de mon territoire. Et voilà, c'est comme ça en tout cas que je me projette. C'est difficile de dire, c'est difficile de dire comment je me vois dans 10 ou 20 ans, mais en tout cas, j'espère être toujours dans le management de projets culturels, parce que c'est vraiment ça qui me passionne, si possible le plus longtemps possible dans les livres ou dans la presse. Et après, c'est vrai que pour revenir sur la deuxième partie de votre question, qui était des évolutions, on va dire, de notre métier, tout à l'heure, Frédéric abordait la question de la numérisation en fait de ces métiers-là, des publications. Nous, au Festin, on est bien sûr, c'est des questions qu'on a soulevées, dont on parle, mais je crois beaucoup en l'avenir du livre et de la presse papier, en tout cas si c'est de la presse qui a une fabrication et un apport matériel particulier. Il y a encore beaucoup de gens qui aiment collectionner les belles revues et les beaux livres. Je pense que si le livre conserve vraiment cette qualité sa qualité de contenu, d'image et de fabrication, le le livre papier a encore un bel avenir devant lui, tout comme le secteur des MOOC qui se développe particulièrement en plus ces dernières années, justement parce que je pense que les lecteurs sont prêts à mettre le prix dans des très belles revues qu'ils collectionnent. Donc nous, on est très peu porté sur le numérique, mais forcément, il va falloir qu'on s'y mette aussi un petit peu si on veut renouveler notre lectorat aussi. Voilà, donc effectivement, ça fait partie des grandes questions d'avenir pour le secteur de la presse et du livre. Mais moi, à l'inverse de Mado, je ne vais pas dire que l'essentiel de ma carrière est derrière moi, mais moi j'ai 52 ans, donc j'espère, je dirais simplement que j'espère continuer la petite quinzaine d'années que j'espère avoir encore à faire dans mon métier, avec des évolutions forcément. Je pense que je serai amené à accentuer, à mon grand regret, parce que je reste fondamentalement, comme Mado, aussi attaché à l'écrit et au support papier. J'ai régulièrement proposé des choses à mes grands chefs, parce que je pense que l'écrit et l'offre, alors nous c'est très particulier parce qu'on est une grosse structure et voilà, on a moins de souplesse qu'une petite maison, etc. Et notamment techniquement,
Mais moi, je pense qu'il faudrait tenter des choses sans prendre des risques économiques inconsidérés, mais dans l'offre qu'on pourrait donner, l'offre rédactionnelle qu'on pourrait proposer aux lecteurs et aux lectrices. Mais bon, pour le moment, ça ne suit pas. Au contraire, même, parce qu'on avait un pôle édition qui éditait des suppléments auxquels j'avais d'ailleurs ponctuellement collaboré et on vient de nous annoncer que c'était supprimé. Donc, ça ne va pas plutôt dans ce sens-là. Mais bon. Mais sinon, après, peut-être, oui, si jamais on me dit un jour, ben, faudra faire autre chose. C'est vrai que depuis quelques années où je participe à des agoras, etc., et là, organiser des expositions en couplant ça avec des musiciens, etc., ça m'a donné le goût, alors qui était déjà sans doute là de façon sous-jacente, mais d'organiser, d'être un gentil organisateur, quoi. Voilà. Après, économiquement, c'est du bénévolat, donc ça serait pas viable à moyen long terme, mais voilà, en tout cas, ça, je vais le continuer, même si ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut quand même ne jamais oublier ce pourquoi je suis rémunéré, qui est d'écrire des articles. Mais voilà, mais je reste quand même optimiste sur la suite. Et en tout cas, nous, dans la presse d'information en général, on a un rôle important dans la vie citoyenne, quoi, et dans la vie quotidienne des gens, même si parfois ils s'en rendent pas compte, et parfois à juste titre d'ailleurs ils nous cassent du sucre sur le dos, parce que je suis pas parfait, mais j'ai des confrères et consoeurs qui sont encore moins parfaits que moi et qui parfois font des choses qui sont assez discutables dans la façon d'aborder leur travail. Et du coup, ça accrédite l'idée très à la mode, hein, que les journalistes sont tous vendus au pouvoir, et avec des mots moins amènes que ça encore. Et ce qui accrédite encore plus cette impression qui monte, pas qu'en France d'ailleurs, dans l'Europe et même aux États-Unis, c'est aussi que beaucoup de gens s'infusent de l'information à jet continu via les télévisions, en France, BFM, CNews et compagnie, et voilà. Et moi, et de plus en plus d'ailleurs, on me dit régulièrement, hein, mais vous êtes comme les gens de BFM, et c'est pas un compliment dans ce cas-là. Donc bon, il faut prendre ça avec un peu de recul, et moi je dis dans un grand sourire, mais je fais pas le même métier que ces gens-là. Voilà, on a tous une carte de presse bleu, blanc, rouge, mais on fait pas le même métier, puis c'est pas le même média, donc déjà dans l'aspect technique, etc. Mais le regret que moi j'ai à titre personnel, c'est que nos chefs à nous sont un peu tentés de pencher vers cette BFMisation des esprits, comme on dit certains, et cette course au clic qui est liée au développement du web, et cette course à l'immédiateté qui, selon moi, est contre-productive. À moyen et long terme, les gens risquent de se détourner et durablement, pour le coup, de la presse quotidienne ou hebdomadaire ou même mensuelle, qui est économiquement aussi. Moi, j'ai été très longtemps, je suis toujours cinéphile, et j'ai été très très longtemps un grand lecteur de la presse cinéma, et maintenant je n'y trouve plus mes petits non plus, donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura réussi à bien expliquer en quoi consistent vos métiers aux personnes qui nous écoutent. Alors, pour finir, je voulais vous demander quand même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut en savoir plus sur ce que vous faites et aussi sur vos médias respectifs? Et puis, peut-être que vous aurez aussi d'autres ressources à nous conseiller pour mieux comprendre justement les métiers de la presse. Alors moi, j'ai pas de site web, ou à part mon profil LinkedIn. S'il y a des gens qui souhaitent me contacter, il n'y a aucun problème. J'ai l'habitude via mon association à répondre à des sollicitations pour expliquer un peu plus en détail mon métier, ou pour aider même des étudiants qui souhaitent des informations sur telle ou telle formation par laquelle je suis passée, ou par mon métier. Je fais ça très régulièrement. D'accord. Donc, j'ai pas de site web, mais en tout cas, j'ai une page LinkedIn. Enfin, j'ai un profil LinkedIn, donc il n'y a aucun problème pour aller voir de ce côté-là. Et au niveau des ressources, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai plutôt fait des études du côté de l'édition. Mais je me renseigne beaucoup, mais ça marche aussi pour la presse. Je me renseigne beaucoup
sur le site du Syndicat national de l'édition, qui donne un petit peu les grandes tendances actuelles en édition et même un peu dans la presse. Les grands chiffres, voilà, il y a souvent des bilans qui sont faits régulièrement, qui sont postés. Donc, je suis abonnée à leur newsletter et j'apprends beaucoup de choses via le SNE. Et je consulte régulièrement leur site internet pour avoir des actualités un petit peu sur les grandes tendances et les données économiques des secteurs. Et je conseillerais aussi Livre Hebdo, qui est une revue, alors malheureusement payante, mais bon, en même temps, c'est beaucoup de contenu. Mais je conseillerais aussi Livre Hebdo pour se tenir comme ça au courant des grandes tendances et des questions d'actualité sur le secteur. Ouais. Et le site, le festin, c'est… Oui, le site du festin, c'est lefestin.net, tout simplement. C'est facile à trouver. Et dessus, alors c'est un site essentiellement marchand. Donc, pour avoir du contenu plus d'actualité, nous, on ne fait pas encore des articles en ligne. On est encore une revue 100% papier. Mais on est en train d'essayer de développer notre côté numérique, ça viendra. Mais on est encore une maison d'édition associative avec une économie qui est scalée, une économie fragile, on va dire. Et donc, ça va prendre du temps pour nous de trouver le bon modèle pour diffuser du contenu de manière numérique, tout simplement parce qu'on veut le faire correctement et on veut le faire pour que ce soit pertinent dans le cadre de notre modèle économique et de notre manière de faire de la presse. Donc, il ne s'agit pas juste de publier nos articles sur Internet, déjà parce que on a besoin de pouvoir rémunérer nos auteurs, donc on a besoin de pouvoir vendre le contenu. Et on ne sera pas un grand site de presse type Sud-Ouest pour citer un journal régional de la région. Donc il faut qu'on trouve notre formule, on va dire. Et ça, c'est encore en cours de réflexion. En tout cas, on a effectivement un site marchand si les gens s'intéressent à nos publications. Ben, moi, comme Mado, je dirais, j'ai aussi un profil LinkedIn, donc les gens peuvent aussi le trouver assez facilement, me contacter aussi, je réponds, de toute façon, je réponds toujours aux sollicitations diverses et variées. Pour le site, ben, il y a le site midilibre.com. Qui est largement consultable avec des articles gratuits et des articles payants sur abonnement, mais il y a déjà dans les articles gratuits, il y a moyen de voir un peu. Et la page Facebook de Midi Libre Montpellier, qui est très largement accessible aussi, où là, spécifiquement, les gens pourront retrouver une partie de mon travail. Voilà. Et voilà, c'est assez simple, les références les plus directes. Et puis, voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Et merci beaucoup, merci à tous les deux. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.